Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné d'Alex. Est-ce que tu peux te présenter dans le contexte qu'on est là? Oui, bien sûr, Nicolas Loïc. Alors, j'ai déjà fait quelques podcasts avec toi. Là, on va plutôt parler, je pense, de Black Hat et DEF CON. Mon retour de loin, enfin de Montréal en tout cas, puisque cette année, j'ai pas pu y aller. Encore, ça fait quelques années que je ne suis pas allé là-bas pour des raisons de temps et d'argent, on s'entend. Ouais, puis de toute façon, le confinement a permis la diffusion, notamment du DEF CON. C'est possible de le faire à distance depuis 2020. Là, ils l'ont mis comme ça. Puis ils ont maintenu cette façon-là de soit le diffuser live dans plusieurs, je pense que c'est 4 grandes tracks qui sont encore diffusées live et en différé par la suite pour toutes les choses. Fait que ça permet d'accéder au contenu. Même si on ne peut pas se déplacer, on est contraint dans le temps. C'est un peu sous cet angle-là qu'on va le faire, justement, cette conversation-là, puisque j'ai déjà abordé dans d'autres contextes avec des gens avec qui j'étais là-bas ou qui sont allés au DEF CON et au Black Hat. On abordait plus sur l'aspect comment l'événement est organisé. Là, on va aborder plus du contenu. Fait que je vais te laisser aborder les présentateurs de l'effet notable parce que c'est le fun de voir ce qui s'est rendu jusqu'ici. Et dans le fond, c'est ce qui est vraiment notable et qu'est-ce qu'on peut retirer de ces événements-là. Oui, bien sûr. Donc de manière globale, de toute façon, donc la Black Hat qui est la première conférence qui se passe, puis après on a la DEF CON. De manière globale, les recherches qu'on a à la Black Hat sont par la suite présentées à la DEF CON pour les gens qui ont un peu moins d'argent, je vais dire ça comme ça. Donc on va pouvoir quand même aller voir ces conférences. Et puis je pense que comme moi, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas forcément y aller. On peut facilement suivre ça sur Internet. Moi personnellement, généralement, j'attends que les événements se terminent, puis après je vais aller scroller à travers les différentes conférences et puis lire les slides et vidéos. Je suis souvent guidé par les nouvelles. Là, je vais présenter quelques conférences que j'ai pu voir et puis que j'ai trouvé intéressantes. Après, c'est mon simple point de vue. Mais c'est un petit peu comme ça que je procède chaque année. Là, le soir, après le boulot, hop, on va regarder un petit peu quelques conférences. Ouais, je pense que ça demande une certaine discipline ce que tu fais, ce que moi je ne suis pas capable de faire. Et c'est d'ailleurs, je m'en suis rendu compte notamment dans le confinement parce qu'on a été exposé énormément à des conférences comme ça pendant cette période-là. Dans lequel cas, si j'assiste pas pendant que ça se diffuse, pendant que ça se fait, je réussis jamais à reprendre le temps. Puis ça, je lève mon chapeau parce que moi, je suis zéro capable de consacrer du temps en soirée pour aller rattraper ce qui s'est passé en journée ou rattraper plus tard. Mais je connais d'autres personnes aussi comme ça. Puis moi, ça m'est inaccessible parce que je suis pas assez discipliné ou capable de faire ça. Bon, après, je t'avouerais que je lis rarement les conférences où je vois des pages et des pages d'assembleurs. C'est sûr qu'il faut le voir en live pour être dans le truc, mais je préfère quand c'est un petit peu plus simple. Je suis pas assez intelligent là pour ce genre de conférence. Je pense que celle qui a fait un petit peu de bruit, et c'est pareil, c'est passé au travers les news, c'était celle qui concernait AWS. Donc pour rappel, le nom de la conférence qui a été diffusée à la Black Hat et la DEF CON, qui était Breaching AWS Accounts Through Shadow Resources, que j'ai trouvé très intéressante, qui a été produite par Aquasec. Et en fait, ces personnes-là ont trouvé 6 services AWS qui étaient impactés de manière assez variée. On pouvait faire du remote code execution, on pouvait prendre le contrôle d'un usager, du déni de service, de l'exfiltration de données. Donc c'était assez intéressant et je trouve qu'ils ont exploité de manière assez intelligente en fait l'automatisation derrière AWS. Donc quand ils parlent de shadow resources, c'est tout simplement les actifs qui sont créés par l'automatisation d'AWS que l'usager ne voit pas forcément. Donc je vais peut-être parler juste d'un cas d'usage parce qu'encore une fois, on va passer rapidement au travers les différents points que j'ai pu voir, les différentes présentations que j'ai pu voir, mais l'idée est assez fun. En fait, par exemple, je vais prendre l'exemple de CloudFormation, qui est un service d'infrastructure as code chez AWS, qui en fait, lors de la création d'une stack CloudFormation, on va avoir un bucket S3 qui va être créé. Il faut savoir, pour rappel, encore une fois, un bucket S3, c'est unique globalement. Le nom d'un bucket S3 est unique globalement chez AWS. Donc, si vous l'appelez Polysecure, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir prendre ce nom-là.
Et en fait, comment CloudFormation va créer ce bucket S3? En fait, il va prendre un préfixe. Donc, par défaut, c'est CF templates. Il va y avoir ensuite un hash de 12 caractères alphanumériques. Et enfin, il va y avoir la région dans laquelle il est créé. Donc, US East 1, par exemple. Et donc là, ça va être le nom du bucket S3 qui va être utilisé par CloudFormation. Et en fait, le chercheur, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe si il y a déjà un nom comme ça qui existe chez AWS? Et la recherche est partie là-dessus. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un bucket S3 identique dans une autre région. Donc on avait le nom d'un bucket S3 créé par CloudFormation, et il a créé le même nom dans une autre région. Donc le suffixe, donc la dernière partie, la région, en fait, était différente. Et il s'est dit, si jamais la victime, donc l'administrateur du CloudFormation, essaye de créer son bucket S3 dans ma région, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, il a découvert que ce qui se passait, c'est qu'il y avait un déni de service, parce qu'en fait, CloudFormation n'était pas capable de créer en fait ce bucket parce qu'il existait déjà et il appartenait finalement aux chercheurs. Et en partant de ce concept-là, en fait, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe maintenant si je mets mon bucket S3 en mode public? Donc, toutes les autorisations, tous les privilèges, donc tu peux écrire, lire dedans, pas de souci. Et donc, en fait, CloudFormation a commencé à utiliser son bucket S3 pour pousser des templates. Et c'est là qu'un petit peu la recherche est partie, puisque à partir du moment où il pouvait voir les templates créés par CloudFormation, il était capable de pouvoir les modifier éventuellement, lire des informations, etc. Donc là, je vais pas aller plus loin. La recherche est très très bien faite. Je vais juste peut-être ajouter un dernier point sur cette petite vulnérabilité, cette recherche. Il faut savoir que le hash qui est généré par AWS, donc c'est vrai que ce hash là, je donne vraiment l'exemple de CloudFormation, mais il y a plein de services qui utilisent le même système. Ils n'ont pas trouvé de moyen de le deviner, en fait. Ils n'ont pas trouvé un moyen de le deviner, mais ce qu'ils ont découvert, par contre, c'est que certains services chez AWS n'utilisent pas forcément un hash. Ils utilisent le account ID d'AWS. Donc, si vous connaissez le account ID d'une victime, vous pouvez éventuellement commencer à deviner le nom des buckets S3 et éventuellement en abuser. Donc, vous voyez l'idée derrière, comme quoi le nom d'utilisateur, c'est pas forcément quelque chose de secret, mais quoique, peut-être en fait. Ouais, mais ça c'est intéressant. Puis cette recherche-là, parce que j'ai vu une seconde présentation au Cloud Village, au DEF CON, qui était lui axé sur GCP dans ce cas-ci, qui était sensiblement dans la même réflexion, c'est-à-dire que pour les utilisateurs, là, tu parlais de CloudFormation, il y a comme une magie, une orchestration qui nous est offerte par le fournisseur Infonuagic. Le Cloudar nous offre cette mécanisation-là, mais des fois, cette mécanisation-là est imparfaite, justement, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réfléchies dans cette mécanisation-là. Et des fois, il y a des valeurs, dans le cas de moi, ce que j'avais vu, il y a des valeurs par défaut qui sont plus faibles en termes de sécurité, donc vont permettre d'aller plus loin ou d'exploiter le service pour aller plus loin, puis comme l'exemple du chercheur dans AWS. Et dans la même lignée où on a tellement d'abstraction entre le réel qui se passe pour de vrai sur les machines à qu'est-ce que nous, on consomme. Donc, on fait juste appuyer sur un bouton, puis c'est ça. Donc, cette couche-là va être beaucoup plus exploitée et recherchée dans les prochaines années. C'est un pivot très important, à mon avis, qui a été fait à travers cette présentation-là, parce qu'elle a été au Black Hat et au DEF CON, justement pour commencer à amener la sensibilisation et l'éveil des gens en cyber sur ce volet-là qui est très important. En tout cas, AWS a corrigé ça. Il faut savoir que la vulnérabilité a été divulguée à AWS en février, donc avant la DEF CON. C'est quand même généralement ce qui se passe en 100 ans à la DEF CON. On présente des recherches qui sont pas des zero day. À mon grand regret, c'était bien à l'époque. Mais donc maintenant, on fait ça correctement, on va dire ça comme ça. Et donc tout a été corrigé avant la diffusion, évidemment, de la présentation. Il y avait une autre présentation que j'ai beaucoup aimé, parce que je trouvais ça encore une fois assez smart. C'est Windows Down Date 2. Downgrade attacks using Windows updates. Donc à haut niveau, en fait, c'est un chercheur qui a découvert un moyen de downgrader
Windows a une version vulnérable. Ce que je trouve fun, on est en plein pen test, on a une machine complètement patchée. Est-ce qu'il y a un moyen de la downgrader à une version vulnérable? Donc il est parti de ce constat-là. La vraie recherche de base, c'est le bootkit UEFI Black Lotus qui a utilisé, je pense, pour une des premières fois, une attaque par downgrade. Donc c'est une vulnérabilité qui fait qu'il a utilisé en fait une version vulnérable en fait du Secure Boot, d'une partie du Secure Boot pour pouvoir exploiter par la suite cette vulnérabilité et prendre le contrôle de la machine. Donc c'est intelligent parce que finalement la version vulnérable elle est signée, donc elle est légitime, mais elle est vulnérable. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Black Lotus il a downgradé en fait le gestionnaire de démarrage de Windows à une version vulnérable. Il a exploité ça, puis après il pouvait prendre le contrôle de la machine et désactiver les différentes mesures de sécurité. Donc c'était une des premières, je pense, constatations qu'on avait vues dans la nature, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, le chercheur est parti de cette idée-là et s'est dit, est-ce qu'on peut faire la même chose sur Microsoft Windows? Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a le Secure Boot. Donc, pour rappel, le Secure Boot, ça permet en fait de valider que chaque élément de la chaîne de démarrage d'une machine est légitime et pas modifié. Donc, par exemple, on va avoir le UEFI firmware qui est signé, qui va vérifier que le gestionnaire de démarrage de l'UEFI il est signé, puis que le gestionnaire de Windows de démarrage il est signé, etc., jusqu'au démarrage du noyau de la machine. Donc, on a toute cette chaîne qui représente grossièrement le Secure Boot, donc qui limite en fait la modification ou la compromission de cette chaîne pour pouvoir exploiter la machine. Et lui, là, sur Microsoft Windows, vous avez le gestionnaire en fait de mise à jour qui est géré par ce qu'on appelle le Trusted Installer, qui est pas forcément un utilisateur qu'on connaît parce qu'il est en background. C'est en fait un utilisateur qui possède tous les fichiers système du disque. Alors, en plus de permettre de vous éviter de faire des bêtises, c'est-à-dire de supprimer, je sais pas, système 32 sur la machine, il permet également en fait de mettre à jour votre machine. Il faut savoir que Trusted Installer, il a presque plus de privilèges qu'administrateur ou système sur la machine dans certains cas. C'est même en tant qu'administrateur ou système, vous pouvez pas supprimer des fichiers comme ça. C'est quand même une manière de protéger l'utilisateur contre ses propres bêtises, ce qui est très bien, hein. C'est l'espèce de root sous Windows. Et donc il a analysé un petit peu le processus de mise à jour et en fait il a découvert un fichier qui s'appelle pending.xml qui en fait est une liste de tâches dans lequel le système de mise à jour va mettre à jour les DLL, les drivers, les exécutables. Et il a trouvé un moyen d'altérer en fait cette chaîne d'action parce qu'elle n'était pas contrôlée par l'utilisateur Trusted Installer. Et ça lui a permis de mettre ses propres actions, donc c'est-à-dire de lui dire, bah voilà, au lieu de mettre ça à jour comme ça, on va utiliser une vieille version que tu vas mettre à jour, qui elle est signée également, en fait, c'est ça qui est très bien. Et en mettant à jour, entre guillemets, cette vieille version, il pouvait exploiter une vulnérabilité qui existait dans cette version-là, par exemple. Donc c'était la recherche est très intéressante parce qu'en fait, il est parti du principe qu'il voulait pas en fait trigger ou lever d'alerte avec un antivirus. Donc tout ce qu'il a fait est plus ou moins un process légitime de mise à jour Windows, ce qui fait que c'est très difficilement détectable, si ce n'est indétectable, par un EDR ou un antivirus. Et vu que toutes les mises à jour, vieilles mises à jour sont signées, il n'y a pas de problème en fait. Le système il est content, tout va bien, et puis à partir de là, l'utilisateur malicieux peut commencer à exploiter des vulnérabilités. Donc il a démontré plein de choses lors de sa présentation. Il a montré comment désactiver VBS, donc tout ce qui est protection basée sur la virtualisation sous Windows, Credential Guard, les PPL qui protège le processus LSAS là qui contient pas mal d'identifiants sur la machine, etc. Donc
Je vais pas aller plus loin là-dessus, mais j'en passe des meilleurs et j'ai trouvé ça assez intéressant. Il a release un tool qui est disponible sur GitHub qui s'appelle Downdate. Je l'ai pas encore utilisé personnellement, mais dès que j'aurai un petit peu de temps, je vais y jeter un œil. Ça pourrait être fun pour vos prochains pen tests. Est-ce que Microsoft a annoncé un correctif par rapport à ça? Parce que c'est quand même une faille de conception sur le système. Puis, de toute apparence, clairement, c'est du bolt-on et non du built-in. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté ça à un moment donné. Et comme ça n'était pas pensé au début du système, ben, ce genre de petit raté-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout contrôlé correctement, mais justement, ils ont échappé des morceaux au passage. Alors je sais qu'il y a eu plusieurs CVE de diffusés au sujet de cette attaque-là. Je sais. Alors c'est toujours la même chose. Je sais qu'il y a eu des CVE donc qui ont corrigé, je pense, certains exécutables qui n'étaient pas proprement signés ou alors excusez-moi. Ou alors tout simplement certains fichiers qui n'avaient pas les droits appropriés pour la mise à jour, donc qui étaient un peu laxistes en termes d'accès. Après, je sais qu'il y a des choses qui sont toujours inhérentes au fonctionnement de Microsoft Windows que Microsoft va dire bah ça c'est pas une vulnérabilité parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'ai pas été assez loin encore une fois dans le slide pour te dire si c'est complètement patché ou s'il y a encore certains corner cases qui peuvent être exploités. Une chose est sûre que c'est qu'ils ont fixé en tout cas les CVE qui ont été déclarés. Mais pour ce qui est des choses inhérentes au système, comme d'habitude, ce sera jamais fixé. Ça fonctionne comme ça, puis c'est tout. La rétrocompatibilité, c'est super important. Ouais, c'est une des forces et des plus grandes faiblesses de Microsoft, la rétrocompatibilité, parce que ça l'amène des éléments comme ça. Mais de la façon que tu le relates, j'ai l'impression que ça va faire comme les screensavers qui étaient modifiables par les utilisateurs à une époque, mais qui étaient démarrés par système, ce qui permettait justement de prendre contrôle du système en changeant l'exécutable de l'écran de veille. Ben, ça me rappelle ce genre de vulnérabilité-là. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont amener à des correctifs où ils vont modifier pour limiter ce genre de bypass qui a été trouvé dans le système. En effet, et puis écoute, j'invite en tout cas les auditeurs à tester l'outil, ça doit être intéressant. Et puis la dernière qui a été diffusée, je crois, encore une fois, la Black Hat et Defcon, ça c'est pour les hardware hackers, qui s'appelait Laser Beams and Light Streams. Alors, j'ai survolé de loin. Personnellement, je fais pas de reverse engineering hardware. J'ai fait un peu de hacking hardware par le passé, mais c'était il y a très longtemps. L'idée de la conférence, c'était de construire un outil d'analyse laser, donc pour tout ce qui est CPU, microchip, etc., microcontrôleur, pardon. Qui coûte pas trop cher. Donc on peut faire dans son garage avec une imprimante 3D. Donc ils ont présenté leur projet parce qu'il faut savoir ce qu'on appelle finalement l'analyse laser ou alors ce qu'on appelle du laser fault injection, du LFI. Donc se fait avec un équipement qui coûte très cher, aux alentours de $150,000. Donc c'est sûr que on peut pas faire ça dans son garage malheureusement. Ça prend des outils relativement coûteux et ils se sont dit tiens on va essayer de faire un projet open source qui permet à quelqu'un de construire le même équipement mais pour beaucoup moins cher. Et ils ont créé un outil qui s'appelle le Ray 5. Alors je sais pas si c'est Ray V ou Ray 5 Lights et qui coûte aux alentours de $500 pour faire ce type d'analyse. Donc l'analyse laser ça permet notamment de faire de la cartographie de microchips, de l'injection d'erreurs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple, vous allez décaper un chip sur un portefeuille crypto et vous allez en fait injecter, vous allez envoyer un rayon laser finalement sur un moment précis sur le chip qui va faire que au moment de la demande du PIN, la demande du PIN va toujours dire c'est validé. Enfin, vous voyez l'idée derrière, c'est ce type d'attaque-là. Et c'est applicable et utilisable dans plein de secteurs de l'analyse hardware parce que c'est non destructif, en tout cas relativement non destructif. Mais jusqu'à il y a quelques semaines, c'était quand même réservé à des firmes qui avaient les moyens d'acheter ce type d'équipement.
Et donc, ils ont trouvé un moyen avec une imprimante 3D, une coupe de Raspberry Pi, et puis c'était parti de là. Je crois que l'élément le plus cher qui coûte sur leur plateforme, ce sont les lentilles pour le laser, qui doivent coûter aux alentours de $100. Mais pour le reste, c'est des lasers un petit peu classiques, un microscope, etc. Donc, je trouvais ça fun. Là, j'ai regardé de loin parce que c'est pas quelque chose que je vais personnellement faire. Mais je trouve ça toujours smart de voir des gens venir avec des solutions. Enfin, moi, j'adore le hacking. En son temps, là, c'est des gens très intelligents qui viennent avec des solutions simples et efficaces. J'adore. Donc, à regarder si ça vous intéresse, ou alors si vous en faites, pourquoi pas commencer à construire ça. Le projet a été, je crois qu'il est déjà open sourcé sur GitHub. Il y a toutes les pièces et schémas pour faire de l'impression, etc. Donc, pourquoi pas. Mais j'aime beaucoup ça, puis t'as à peu près le même approche que moi, c'est-à-dire que je fais toujours des conférences qui sont un peu en dehors de mon domaine ou tu sais du connexe, mais que je suis pas vraiment bon dedans. Là. Justement pour aller chercher une connaissance et un regard sur les choses qui est différent. Fait que là, de voir des gens qui ont développé quelque chose qui valait très cher, pas cher, puis là, de toute la recherche et tout l'effort et tout ce qui est fait, c'est fantastique justement parce que en tout cas moi ça l'amène dans mon état de réflexion et ça permet de voir les choses différemment, ce qui m'aide aussi dans mon travail, même si je décaperai jamais un microcontrôleur parce que c'est pas dans mon champ, mais de voir qu'on est capable d'aborder, il y a des gens qui vont le faire, ça l'amène justement cette réflexion. Ouais, en effet, ouais, non, moi je touche pas à ça. Là, c'est surtout mes doigts que je vais finir par décaper, donc après, c'est des conférences que je crois, qui sont uniquement diffusées à la DevCon. J'ai vu quelque chose dans la lignée du hacking hardware, une conférence de Sami Kamkar que vous connaissez, peut-être sans le connaître, pour les plus vieux d'entre nous. Vous vous souvenez certainement de lui. C'est lui qui a écrit le vers Sami, qui a impacté MySpace en 2005. Qui est un des vers qui s'est propagé le plus vite, je pense, au monde, puisque ça avait impacté plusieurs millions d'usagers en quelques heures, donc qui était totalement inoffensif, hein, mais bon, ça lui a valu, je crois, 3 années d'interdiction de toucher un ordinateur, si ma mémoire est bonne. Donc bon, écoutez, en tout cas, un hacker particulièrement brillant. Je vous invite à aller voir ce qu'il a fait ces dernières années. Et sa conférence s'appelle Optical Espionage Using Lasers to Hear Keystrokes Through Glass Windows. Donc l'idée, c'était de créer finalement un moyen de capturer les frappes de clavier avec un laser. Sa recherche est basée sur une vieille conférence DEFCON qui date de 2015, je crois, qui était un petit peu sur le même principe. Donc l'idée, c'était de pointer un laser, par exemple, sur le capot supérieur d'un laptop, et en utilisant le temps de réponse du laser et les vibrations générées par les frappes de clavier, de déterminer finalement qu'est-ce que l'usager tape sur son clavier. Et aussi intelligent soit-il, il a trouvé un moyen plutôt smart de pousser cette recherche qui date de quelques années maintenant, et d'open sourcer un projet, parce qu'encore une fois, lui aussi diffuse tout sur Internet, sur un moyen de capturer des frappes de clavier. Donc l'idée, c'est d'avoir une ligne de visée sur un laptop, une surface un petit peu réfléchissante, puisqu'il faut également la réponse, on s'entend. Ce qui est très pratique sur les MacBook Pro, hein, puisqu'il y a un joli logo Apple avec un miroir là. Enfin, j'assume que c'est plutôt pratique. Ça doit aider les choses un peu, oui. Et les résultats sont excessivement surprenants. Je vous invite à regarder les vidéos de tests qu'il a fait. Il y a vraiment, on peut facilement capturer à distance des frappes de clavier. Il a également réussi à récupérer du son en dirigeant le laser sur des fenêtres. Donc la vibration des fenêtres. Donc il arrivait à capturer du son derrière des fenêtres. Donc pareil, il a mis des vidéos. C'est vraiment surprenant, c'est impressionnant comme il arrive à reproduire finalement, à récupérer le son derrière ça. Donc toujours étonnant là. C'est peut-être pas du stunt hacking comme on l'appelle, mais c'est vraiment une petite recherche très très brillante et très efficace là.
quand on parle de NSA, services secrets, etc., ils doivent déjà avoir ça depuis quelques années, mais maintenant, on peut avoir ça dans notre salon, là, si. Ouais, un peu comme l'autre, c'est de mettre dans les mains ou dans le plus grand nombre la capacité de le faire, puis d'expliquer comment c'est possible aussi, parce que j'avais vu les recherches que tu parles en 2015, je les avais vues. Puis effectivement, à cette époque-là, c'était impressionnant parce qu'on était dans les premières diffusions publiques réelles, démontrées qu'on était capable de faire ce genre de choses-là, donc ça avait un peu bousculé les gens. Si on est capable d'aller plus loin encore avec un niveau d'efficacité encore surélevé, ben là, ça nous ramène que faut réfléchir à comment on protège nos choses, qu'on n'est pas parce qu'on est dans une tour à bureau, entrer dans un bureau fermé, qu'on est nécessairement seul. En effet, avec des gens qui peuvent écouter. Mais on vient de loin, là. J'avais vu une référence, je sais plus dans quel article, au fameux film, je sais pas si tu connais Sneakers, avec Robert Redford, où il y a une scène, tu sais, ils ont un téléobjectif et ils capturent les frappes de clavier, le mot de passe d'un scientifique. Maintenant, on fait ça de manière plus simple avec un laser. L'autre recherche que j'ai regardée, alors c'est peut-être un petit peu plus loin, un peu moins fun, mais c'est Where is the money defeating ATM disk encryption. Donc là, c'est un autre chercheur qui a commencé à analyser des ATM, particulièrement la couche logicielle. Donc apparemment, tout est chiffré sur les ATM, etc. On chiffre également les communications. On s'entend, c'est normal. Il y a une communication qui est effectuée derrière avec les banques pour valider le code PIN de la carte. Est-ce qu'il y a de l'argent sur le compte, tout ça. Et l'ATM lui-même est chiffré. Et dans un grand nombre de cas, en fait, l'ATM est basé sur une suite de sécurité qui s'appelle Vynamic, que je ne connais pas du tout. Et sa recherche, en fait, est principalement axée sur le contournement du chiffrement de cette solution et également la découverte de multiples CVE. Alors, je crois qu'il en a 4 ou 5 dans son papier de recherche. J'irai pas plus loin parce que c'est surtout de l'analyse de binaire et puis des manières assez smart de contourner la manière dont les disques sont montés. Mais c'est pour ceux que ça intéresse de découvrir des logiciels inconnus, comme quoi. C'est assez fun à voir. Ouais, ben ça permet, c'est d'autres affaires, mais tu sais, il y a comme un mystique autour des ATM justement parce que ça donne de l'argent, fait que si on est capable de monter des attaques dessus, c'est sûr que là c'était pas spectaculaire qui crachait de l'argent, mais quand même ça amène un contrôle sur la machine qui est supérieur. Fait que dès qu'on est capable de déchiffrer le disque, ben on est capable de s'injecter dans le milieu et probablement de réussir à faire cracher de l'argent de façon non autorisée. Je serais curieux d'aller questionner nos différentes banques canadiennes pour savoir ce qu'ils utilisent. Mais j'aurais probablement pas de réponse. Si je croise quelqu'un à une conf qui travaille là-dessus, vous me le direz dans l'oreille. Peut-être que vous connaissez Vynamic. Un autre recherche que j'ai regardé, OpenSesame, vulnerable, je vais y arriver, is your stuff in electronic lockers. Donc une petite recherche sur tout ce qui est verrou électronique à code. Vous les avez vus, il y en a un petit peu partout, dans les aéroports, dans les gyms, peut-être même chez vous, dans les hôtels pour ouvrir les portes, les coffres, etc. Donc il a pris différentes marques, en tout cas les plus connues, 3 des plus grosses marques connues, et regardé un petit peu le niveau de sécurité. Alors j'ai regardé la recherche juste parce que j'ai lu sur internet qu'il avait été victime d'un cease and desist de la part de Digiloc, donc qui était l'une des marques ciblées dans sa recherche. Faut savoir que lui avait déjà contacté toutes ces marques pour évidemment divulguer les vulnérabilités qu'il avait découvertes, etc., annoncer qu'il allait présenter quelque chose à la DEF CON. Mais une journée avant finalement la présentation de ses recherches, Digiloc l'a contacté en disant voilà, voici le numéro de notre avocat. Non, tu présentes pas ça. Donc ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est que étant la DEF CON, il a contacté 2 avocats de l'EFF
l'Electronic Frontier Foundation. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des grands défenseurs des hackers. Donc, si vous avez des problèmes légaux parce que vous avez fait une super recherche. Aux États-Unis, là, on s'entend. Puis on va dire, c'est pas juste des grands défenseurs des hackers, c'est des grands défenseurs des libertés. Là, parce qu'on est représentant d'une certaine forme de liberté. Donc, cette fondation l'a aidé. Il y a eu une communication avec Digiloc qui s'est très bien terminée. Donc, bravo à eux, hein, pour une fois que c'est pas une grande entreprise qui, je veux dire, nous crache à la figure pour rester poli. Donc, il a pu présenter sa recherche un petit peu plus tard dans la semaine. Et c'est intéressant. Donc, il fait une analyse hardware de beaucoup de verrous. Il démontre notamment qu'on est capable de récupérer les codes PIN en clair dans la mémoire de ces verrous. On est capable également de récupérer les user ID qui sont utilisés pour le RFID. Donc, on peut facilement les cloner sur une carte, puis après les réutiliser. Il démontre également comment récupérer les clés maîtres de ces verrous et aussi comment cloner ces clés maîtres. Alors moi, je connaissais pas trop la manière dont c'était configuré. J'ai quand même appris 2-3 choses sur la configuration de ces verrous avec ces fameuses clés maîtres. Hein. Je vous invite à regarder la présentation. Encore une fois, c'est plus imagé que des mots. C'est intéressant. Je ne savais pas, donc encore une fois, de toute façon, on en découvre tous les jours. Ouais, c'est un peu l'objectif de ces choses-là, mais encore là, j'étais un peu désespéré de voir à quel point les compagnies ne font pas attention encore de nos jours à des choses qui m'apparaissent fondamentales. Puis ça fait un peu partie de ce que je chiale depuis longtemps, étant donné que je suis au DEFCON depuis DEFCON 14. À l'époque, ce que j'avais constaté, puis un peu le désarroi que j'avais eu, c'était du fait que les vulnérabilités Web 2.0 qu'on voyait apparaître à cette époque-là étaient des vulnérabilités qu'on avait vues en C précédemment, qui avaient été corrigées, et on répétait encore l'histoire de ce genre de choses-là. Et là, plus on avance, c'est encore la même chose, on répète encore des vulnérabilités. De ces enfants, on les voit en cloud, les mêmes genres de vulnérabilités, puis on revoit dans le monde matériel ce genre de vulnérabilité-là, ce IoT, là, se répétait encore. Puis là, de voir, mais on n'a pas appris de l'histoire, puis c'est ça qui... Bref, ça garantit nos emplois pour longtemps, mais en même temps, le fait qu'on apprenne si peu à travers le temps est un peu désespérant, en tout cas à mes yeux. Là. C'est vrai, mais écoute, c'est assez intéressant puisqu'aujourd'hui on va de plus en plus vers la recherche hardware qui existait moins par le passé. On était plus sur du logiciel puis du web, et c'est à l'époque ça demandait tellement de moyens pour justement analyser des firmware. On parlait tout à l'heure de l'analyse laser, etc. Parce que c'était très coûteux. Aujourd'hui avec les gens brillants qui développent des solutions open source, on peut plus facilement extraire des firmware, analyser du matériel. Et en fait, on découvre qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément faites correctement. Je crois que c'est dans la recherche de Sami Kamkar, il avait cité quelqu'un. Alors je le francise comme ça parce que mon anglais est pas terrible, mais il disait une fois que la donnée devient invisible, quelque chose de magique se passe, elle oublie sa sécurité. Et c'est pas mal ça en fait, c'est que c'est un petit peu la sécurité par l'obscurité finalement. C'est dans un microchip, personne va aller fouiller ça et voilà, ça s'arrête là. Et l'histoire, notamment du DEFCON et des hackers, est très représentative du moment qu'on cache quelque chose. On est d'autant plus intéressé à aller le chercher. Dès que ça vient plus, c'est plus visible, c'est là où on va s'intéresser davantage. Et ce qui est visible et devient inintéressant à certains égards. Là. Donc, on est un peu dans une forme d'opposition par rapport à ce genre de choses. Hein. Puis la dernière recherche, mais pas les moindres, c'est une recherche qui a été faite par Joe et Bruno. Alors Joe Grand, pour ceux qui le connaissent, je vais pas dire que je suis un fan, ça fait un peu bizarre. Mais Joe Grand, c'est une personne que j'ai découvert quand j'étais beaucoup plus petit. Qui faisait en fait une émission qui s'appelait sur Discovery Prototype This, où il faisait des petits gadgets hardware, etc. Et en fait, j'ai découvert par la suite. Donc c'est un ingénieur en électronique qui a fait énormément de badges, notamment pour la DEFCON pendant plusieurs années, principalement milieu 2000 et un peu plus tard. Je sais pas s'il en fait encore maintenant. Je ne crois pas.
Mais il en a fait beaucoup et c'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Belgique pendant une formation de hacking hardware. Et c'est vraiment quelqu'un de très très approchable, très sympathique euh, et je peux pas en dire autant de certaines personnes dans le milieu des conférenciers. Et bon, c'est toujours appréciable que la notoriété atteigne pas le cerveau de tout le monde. Donc j'ai trouvé quelqu'un de super brillant, vraiment super brillant. Donc si vous avez la chance de le rencontrer, serrez-lui la main. Je pense qu'il vous rendra l'appareil. Il a fait une petite recherche parce qu'il faut savoir que Joe Grant, ces dernières années, a aidé beaucoup de personnes à retrouver des mots de passe sur des crypto-wallets hardware. Vous savez, les 200 bitcoins que vous avez mis sur une clé USB chiffrée et puis vous avez oublié le password. Bah, lui, sa spécialité, c'était un petit peu de voir s'il trouvait des vulnérabilités dans les crypto-wallets pour pouvoir vous aider à retrouver vos bitcoins, en l'occurrence. Donc là, c'est une autre histoire, même chose où, alors, faut savoir qu'il y a une vidéo YouTube sur cette recherche qui dure que 20 minutes. Nicolas Loïc, si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la lire, enfin la voir, pardon, qui est très très amusante sur comment en fait ils ont aidé cette personne, cette pauvre personne qui avait $1 million à peu près de Bitcoin stocké sur une clé, qui voulait léguer à son fils, pour qu'il commence bien dans la vie. Hein, ça, $1 million, ça m'aurait aidé en tout cas. Oui, moi aussi. Il avait contacté Joe Grant parce qu'il était au courant de ses recherches sur l'analyse des crypto-wallets, mais il lui a dit que c'était pas possible. Que, apparemment, le modèle, là, je passe rapidement l'histoire. Hein. Et en fait, ils se sont recontactés quelques années plus tard. Et en fait, là, j'arrive sur la conférence qui s'appelle Regenerating Password from RoboForm's Password Generator, où en fait, là, ils ont pris un angle différent. Au lieu d'attaquer le crypto wallet, ils ont attaqué le générateur de password. Parce qu'en fait, le propriétaire de la clé USB lui a dit, bah voilà, moi, pour générer mon password, j'ai utilisé ce password generator. Et là, ils se sont dit, bah, attends, on va peut-être analyser le password generator et voir s'il n'y a pas une faiblesse dans l'algorithme de génération aléatoire. Donc, la conférence parle en fait d'un problème dans l'algorithme de génération qui était basé sur un seed qui était le temps. Donc, à chaque fois que vous avez, je sais pas, il est 12 juillet, 12 heures, c'était toujours le même password qui était généré. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé au propriétaire quand est-ce que tu as généré ce password, avec quel type de caractère, est-ce que tu t'en souviens? Et en fait, ils ont trouvé un moyen justement de remettre la seed, donc qui est le timestamp au moment auquel le password a été généré, pour réussir à retrouver le password, pour réussir à ouvrir le crypto wallet. C'est vraiment une super histoire. Donc c'est une vulnérabilité logicielle qui a été patchée maintenant. Je ne connaissais pas RoboForm, mais apparemment c'est un des plus vieux password managers. Écoute, comme quoi je connais pas plus, puis c'est drôle que c'est une vulnérabilité qui est assez faible. Ben c'est assez drôle parce que normalement l'entropie, on va chercher de l'augmenter et un facteur d'entropie n'est pas suffisant pour garantir quoi que ce soit. Fait que c'est un peu amusant qu'il ait fait ça comme ça, mais bref, oui. J'apprends qu'il y avait un très vieux gestionnaire de mots de passe aussi qui je ne connaissais zéro. Mais écoute, en tout cas, c'était une recherche assez intéressante. Et puis, j'ai bien apprécié le petit documentaire qu'ils ont fait rapidement dessus. Puis ça fait pas mal le tour sur ce que j'ai vu. Il y en a des dizaines. Malheureusement, le temps me manque pour également les lire. Il y a tellement de tracks à la Black Hat et la DEFCON. Je finirai peut-être sur le petit point que j'ai trouvé rigolo et honorable de la part de Michael Santonas, qui est le président de CrowdStrike, qui a accepté le Pony Awards du Most Epic Fail. Écoute, chapeau à lui. Il faut assumer de ses erreurs et I guess que lui, il l'a fait en tout cas. Oui, c'est très honorable de ça parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire ou ils vont justement poursuivre. Fait que c'est très intéressant de voir ça. Ce qui n'est pas un commentaire sur l'événement ou ce qui s'ensuit, mais je trouve ça quand même bien de jouer le jeu pour montrer que personne n'est parfait et incluant une compagnie en cyber aussi peut faire des boards. C'est correct. Puis d'accepter aussi que des boards, ça existe dans le contexte qu'on est dans un univers en pleine construction.
Tu avais aussi un peu d'autres informations un peu méta autour de Ah l'événement là, qui se sont oui, rendues. oui. Puis que c'est le fun de le voir parce que moi, j'étais dedans, fait que ces informations-là, je les ai pas vécues de la même façon. Toi, tu l'as vu vraiment de l'extérieur. Fait que j'aime ça voir un peu que tu commentes un peu ces 2 ou 3 points-là. Ouais, bien sûr. Bah écoute, toi, t'étais à la DEF CON, c'est ça? T'as pas fait la Black Hat, hein? Non, je trouve ça Ah ouais. trop cher pour ce que la valeur que ça m'apporte. Là, ça fait des années que c'est comme ça parce que je vais pas tirer d'une très grande valeur de ce que, mais pour d'autres personnes, ça a une valeur beaucoup plus grande, le Black Hat, cela étant dit. Mais bref. Fait que oui. Alors, est-ce que les services secrets sont venus fouiller dans tes bobettes à la DEF CON? De toute apparence, non. Moi, j'ai pas vécu. Puis quand tu m'avais proposé ces éléments-là, puis je sais même pas au courant qu'il y avait eu des fouilles dans les chambres d'hôtel. J'avais pas été au courant de rien de tout ça. J'étais un peu surpris. Mais en même temps, pas tant, parce que c'est pas la première année qu'il y a des événements Non. comme ça entourant, où les gens se font fouiller leur chambre ou des choses comme ça. Donc, je suis surpris, mais pas. Puis ça amène, puis on en a parlé un peu en off aussi. Puis ça, je l'ai pas abordé nulle part encore. Est-ce que Las Vegas est vraiment encore le bon endroit? Parce que ça démontre une certaine forme d'hostilité de Las Vegas ou en tout cas de l'hôtel en question. Parce qu'en plus, c'est l'hôtel que le DEFCON a choisi pour avoir des rabais, qui ensuite, c'est comme un cadeau empoisonné qui vient fouiller dans tes choses après. Moi, j'étais ailleurs, là, j'étais Hmm. un hôtel qui n'était pas sur la strip, là, parce que c'est quand même rendu très cher de loger à Las Vegas, contrairement à il y a. Bah, je pense que c'est la première. Bon, je vais remettre le contexte sur ce que je disais en rigolant tout à l'heure. Hein. Je pense, que c'est la première année où, en fait, apparemment, les participants, en tout cas, toutes les personnes qui étaient dans les hôtels correspondant à Black Hat et DEF CON avaient un petit mot dans leur chambre disant voilà, il est possible qu'on vienne fouiller votre chambre à la recherche de choses électroniques qui pourraient être utilisées pour du piratage. Donc, faut savoir quand même que c'est tout le monde. Quand tu vas à la DEF CON, t'as peut-être deux, trois équipements, du lockpick, etc., etc. Donc, c'est normal. C'est une conférence de hacking que les gens viennent fouiller dans ta chambre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires avec la DEF CON et la Black Hat au travers des années. Il y avait beaucoup plus de souplesse à l'époque de la part de Las Vegas. Ça ramène. Qu'est-ce que vous vous attendez de toute façon? Vous invitez le top tier des hackers de la planète dans un seul endroit. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont jouer un petit peu, ils vont pirater des choses, etc. Tu t'y attends, mais en fait, je pense que c'est l'année dernière où l'un des gros groupes qui possède beaucoup d'hôtels à Las Vegas s'était fait pirater, etc. Enfin, plus le temps passe, et tu le dis très bien, plus je pense que Las Vegas veut plus voir la DEF CON et la Black Hat. Je dis ça, mais c'est pas vrai, mais c'est un petit sentiment où tu dis voilà, c'est la période de l'année, on sait pas trop ce qui va se passer. Mais moi, quand je regarde les premières DEF CON, c'est vraiment cool, nice. T'avais quand même un bon esprit, puis c'était pas des gens qui étaient venus pour casser des choses. Tu vois. C'est sûr qu'il y a deux, trois choses qui peuvent se passer, mais écoute, les temps changent. Ouais, ouais, puis de mon observation, puis en même temps, je trouve ça un peu ironique parce que depuis le temps, oui, mais on amène un paquet de gens parce qu'un peu les hackers, c'est tous des gens qui ne respectent pas nécessairement les règles. C'est un peu ce qu'on fait avec les machines, on essaie de ne pas faire respecter les règles. C'est un peu ça. Puis là, puis moi, de voir les gens, puis juste amuser à quel point les gens ne respectaient pas les lumières piétons, respectaient pas. Donc, on est dans un univers de gens à qui les règles ne s'appliquent pas toujours très bien. Effectivement, il y a ça, mais c'est jamais en suffisamment grand nombre pour causer du grabuge ou causer des problèmes. Parce qu'il y a des histoires des vieux DEFCON où il y avait des paquets de conneries qui ont été faites, des choses que tu sais, on regarde qui à la limite un peu juvénile, mais qui demeure, à mon avis, très drôle. Puis de toute façon, les gens ont été attrapés, ont payé les amendes, des choses comme ça. Dans l'absolu, les hôtels n'ont pas été pénalisés. Il n'y a personne qui a été pénalisé dans ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, fait un dans l'autre, là, je comprends mal les actions parce que, ça leur rapporte énormément d'argent. Là, quand ce genre de choses-là. On a fait un petit calcul sur un napkin hier, puis la quantité d'argent qui est entré dans les coffres du DEFCON
c'est énorme. Donc, on peut présumer que, la location des lieux est quand même très élevée. Et tout, c'est quoi? Il y avait 30 000 personnes. Tu as 30 000 personnes qui arrivent à Las Vegas pour 3, 4 jours. C'est pas rien non plus. Fait que tout ça, fait que, ben, bref. C'est un peu, tu sais, c'est comme l'adolescence, si on veut. C'est comme si on est un peu mal dans la relation entre Las Vegas et le DEFCON. Ouais, et puis tu sais, je pense que les gens s'entraînent entre eux là. C'est voilà, toi tu fais une bêtise, je vais en faire une autre. Pour moi, c'est une war zone quand je vais à la DEFCON. J'ai un laptop, c'est un burner, j'ai un autre cell phone, j'ai rien dessus. Enfin, je pense ça quand même. Il y a des gens qui rigoleraient peut-être quand je dis ça, mais c'est moi il y a une année j'y suis allé, il y avait littéralement des gens qui faisaient rouler des cell towers pour intercepter finalement des textos, etc. Donc c'est totalement illégal de faire ça, mais ils le font quand même, tu vois. Et puis bon, j'ai pas vu les services secrets débarquer. Il y a eu des années où on est venu intercepter des hackers pour présenter qui présentaient des choses un petit peu touchy. Mais c'était l'époque où on présentait encore des Zero Day live. Maintenant, c'est plus ou moins fini. Mais tu sais, c'est une rencontre de feds aussi. La DevCon, ils sont partout. Ils écoutent, ils surveillent. Ils sont là. C'est sûr qu'ils écoutent ce genre de choses-là. Puis oui, j'utilise plus des burners maintenant, ce que je faisais à l'époque, mais il y a beaucoup de choses qui changent. Moi, je suis dans l'environnement Apple, donc tous mes appareils tombent en lockdown, tout est comme verrouillé. J'utilise que des services chiffrés et tout ce que ça comporte comme façon justement pour m'éviter des problèmes. Je suis tout le temps en VPN, puis donc je me prémunis d'une partie des problèmes. Mais en même temps, puis je le dis dans un autre contexte. Quand je suis arrivé la première journée, j'étais un peu dans la lune. J'avais oublié de mettre le lockdown sur mon téléphone. La première chose qui est arrivée, j'ai su des requêtes de Apple TV pour joindre des affaires puis divulguer des mots de passe. J'ai comme soupiré grave parce que j'ai fait comme merde, j'ai oublié. Là, j'ai tout fait, j'ai shutté dans mon téléphone, j'ai mis le lockdown, j'ai tout descendu, puis après ça, j'ai pas eu d'autres problèmes parce que, incidemment, une fois que je tombe en lockdown, mais tous ces services-là qui sont attaquables ou facilement attaquables deviennent inaccessibles. Fait que là, j'ai eu la paix pour le restant des choses, mais juste le fait comme c'est vrai, on est dans un environnement où les gens vont faire ce genre de conneries-là. Puis même encore plus loin, puis ça, c'est avec Guillaume Moros qui me l'avait fait remarquer. J'étais à Seattle. Parce que les GPS étaient reroutés sur d'autres choses. Fait que, si vous fiez, fait que toutes les GPS, fait que mon téléphone me localisait à Seattle. J'ai trouvé ça hyper drôle parce que j'avais la météo de Seattle qui apparaissait sur mon téléphone. Je ne comprenais pas quoi. Il était marqué qu'il faisait genre 19. Là, je fais que non, il fait 42 dehors. Là. Il y a comme quelque chose qui marche pas. Et avant de comprendre que ma géolocalisation avait changé, mais tout le monde avait changé là, parce qu'ils ont triché. Fait que ça montre aussi cet espace de jeu-là. Fait que, tu sais, c'est comme, moi, quand tu vas là, tu présumes ce genre d'espace de jeu-là aussi. Fait que comme, tu vas là volontairement. Donc, après ça, je comprends difficilement pourquoi il y a un peu cette animosité entre. Ouais, puis je pense que le dernier point que je voulais peut-être aborder, c'était l'augmentation du tarif de la DEFCON. Alors moi, la première DEFCON, c'est les 20 et quelques, là, donc ça date d'il y a quelques années quand même. Mais tu sais, j'ai commencé entre guillemets dans la sécurité informatique assez tôt. Et puis quand j'étais étudiant, comme tous les étudiants, t'as pas d'argent. Tu te dis tiens, j'aimerais bien aller faire une conférence, mais j'ai pas une compagnie qui va me payer là genre 2500 piastres pour aller à la Black Hat. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand je suis arrivé, en tout cas au Québec, il y a plus de 12 ans maintenant, de découvrir la Hackfest par exemple, où je pouvais me louer un char, puis aller à la Hackfest, puis avoir de l'argent pour pouvoir rentrer. On a des prix étudiants, etc. C'est d'ailleurs cette même année après la Hackfest que j'ai fait ma première DEFCON, je pense. Donc, oui, 12 ans, ça sonne 20, ouais, tu vois. Où j'ai pu avoir un billet d'avion pas trop cher pour Las Vegas. J'ai pu louer une chambre d'hôtel pas trop chère à Las Vegas. Et c'était les fameux, alors je crois que c'était 250 ou 300 $ cash à la DEFCON. J'aimais bien cet aspect où ils spécifiaient ça, là, c'est cash.
Et je pense que toutes les premières années depuis DEF CON 1, c'était cash. Puis j'ai appris cette année que c'était fini. Bon, c'était peut-être fini depuis l'année dernière, j'y suis pas allé non plus. Et que le prix s'était passé de $480. Enfin, moi, je me mets toujours à la place de moi quand j'avais 20 ans et demi, où je me dis, bon, bah, la Black Hat, c'est trop cher. Mais il y a la DEF CON où il y a toutes les mêmes conférences anyway après, donc je vais pouvoir y aller puis regarder la même chose que tout le monde. Mais maintenant, c'est bon, non seulement le prix du billet est différent, le prix de l'hôtel est différent, mais $500 US, on s'entend, ça commence à chiffrer sévère. Ouais, ça a beaucoup changé. Moi, depuis DEF CON 14, c'était en bas de $200, je crois, à l'époque. Donc, c'était vraiment très accessible. Les vols d'avion étaient très accessibles aussi. Les chambres d'hôtel aussi étaient très accessibles. Et c'était un peu, c'est pour ça que ça s'est fait surnommer le Summer Camp. C'est-à-dire, c'est le moment où les gens pouvaient de tout horizon aller à ce genre d'endroit-là pour partager, pour aller networker, réseauter avec les autres, de se mettre dans la communauté, de voir ces genres de choses-là. Fait que le hausse des prix, notamment du DEF CON, mais aussi de tout ce qui est autour, vient très prohibitif pour les gens qui voudraient débuter. Là, ça, c'est comme le Hackfest, c'est un exemple local, heureusement qu'on a. Il y a le NORDSEC à Montréal aussi maintenant, qui permettent justement à des prix accessibles aux étudiants, mais c'est pas comme aller au DEF CON, parce que le DEF CON, c'est une aventure. C'est une aventure à part qui est de son propre univers. Et je me rappellerai toujours mon émerveillement quand la première fois que je suis allé, de voir à quel point c'était complètement funky, c'était complètement déjanté, dans un autre univers, là, mais sérieusement, ça m'avait ouvert beaucoup de perspectives à l'époque. C'est pour ça notamment je continue, parce que ça continue à ouvrir des perspectives moins violemment maintenant, mais quand même. Mais à l'époque, je trouvais ça essentiel, ce contact-là avec cette foule-là, ces gens-là et tout. Des gens, des fois, il y en a qui sortaient juste une fois, ils sortent de leur grotte une fois par année, puis ils vont à ce genre de choses-là. Fait que ces gens que tu voyais très, très rarement, ou ce genre de choses-là. Bah écoute, en tout cas, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, la DEF CON, je vais malheureusement être obligé de dire la DEF CON du passé. Je vous invite quand même à regarder le documentaire de 2013 qui s'appelle DEF CON The Documentary, qui montre un petit peu l'esprit DEF CON pour ceux qui ont jamais été. Je pense que ça a évolué avec le temps. Dans le documentaire, il montre un petit peu aussi les premières DEF CON où c'était un peu rock'n'roll, on va dire ça comme ça. Je vais raconter cette petite anecdote où je pense qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il y avait du LSD sur sa table de chevet dans sa chambre à la DEF CON, puis la personne qui s'occupait des chambres avait tout rangé proprement sur sa table de chevet. Enfin, tu sais, c'est la première DEF CON, on parle d'il y a plus de 30 ans maintenant. Donc bon, c'était une autre époque. Oui, ou Alexis Park, ce genre de choses-là. Tu as fait la référence à chant en ligne. La chant en ligne, c'est nouveau depuis le confinement, qu'ils ont rajouté la chant en ligne. Fait que c'est très nouveau. Puis je te dirais, puis j'ai testé cette année comment ça fonctionnait, puis ça donne pas vraiment d'avantage particulier au fait qu'il y a juste 2 lignes quand on arrive au bout. Puis je pense pas qu'on a vraiment un accès beaucoup plus rapide. Fait que l'avantage est minimal dans ce contexte-là. Moi, là, ça me dérangeait pas que je sois traqué. Là. J'ai passé cette époque où je veux être anonyme. Puis je ferais pas de podcast si je voulais être anonyme, là. Vraiment. Donc ça, c'est changé, mais c'est ça, c'est la accès. Moi, j'ai pas connu. Moi, je suis allé arriver la première année qui était au Riviera. Puis ensuite, ça a connu la croissance qu'on connaît maintenant. Mais oui, effectivement, si vous voulez connaître le vieux monde, puis même moi, je connais pas le très vieux monde, là, ce qui précède DEF CON 15, ce qui est dans le fond la première moitié de vie de ces univers-là, c'est... J'avais 5 ans dans la première DEF CON, donc je sais pas, là, c'était un peu tôt. C'est loin. Bon, bref, on va clore là-dessus. On fera ça autour d'une bière, Nicolas Loïc, la prochaine fois qu'on se voit en physique. Ça va les choses, la nostalgie, c'était mieux avant et tout. Bref, merci beaucoup de cette contribution-là. Puis c'est intéressant de voir un point de vue qui n'est pas sur place, qui permet juste de voir ce qui transcende plus loin, justement d'aller partager ces points de vue-là et ces informations-là. Merci. Je te remercie beaucoup.